Bonjour à tous, nouvelle causerie donc du programme Libraire et compagnie. En deux mots et pour le rappeler, l'idée, au-delà de l'histoire de la crise sanitaire, mais de façon plus durable, j'espère, est de mettre en lien librairie indépendante, librairie tout court, avec des entreprises plus ou moins grandes, pas forcément que des grandes, mais des petites, des moyennes auxquelles se trouvent. Aujourd'hui, avec le soutien de la société Kitties, on a une plateforme qui permettrait des bons d'achat qui soient fléchés vers ces librairies indépendantes. Donc, nouvelle causerie aujourd'hui, où l'on franchit les portes de la librairie PUF. Et on y fait rentrer, et j'en suis absolument ravi, honoré et très, très heureux, Julia de Funès, ainsi que Laure Kermen Lecuir. Myriam, pour retracer un petit peu les conditions actuelles de la librairie, ça va mieux? Vous avez rouvert, bien sûr. Beaucoup de demandes. Comment ça se passe? Alors, oui, ça va mieux. Après, nous, étant spécialisés quand même dans les sciences humaines, on n'a pas encore on a une frénésie bien évidemment, mais on n'a pas la même frénésie que mes amis et collègues en librairie généraliste. Voilà, on est en plus très connoté universitaire. Comme vous le savez, les étudiants, pour l'instant, ne sont pas tellement dans le quartier. Et puis, étant maintenant rue Monsieur-le-Prince, étant entouré de cinéma, de restaurants, etc., c'est vrai qu'on a beaucoup moins de monde et beaucoup moins de passages. Mais bien évidemment, les lecteurs et les lectrices sont de retour dans la librairie, bien évidemment. Julia de Funès, vous êtes beaucoup intervenu ces derniers mois sur les plateaux par rapport aux conditions, et notamment en écho aux deux ouvrages que je remonte et que je recommande fortement dans ces temps de fêtes, de cadeaux. Et c'est un précieux cadeau que de les offrir à qui que ce soit. Parce qu'au-delà des deux thèmes abordés, il en va, au-delà du secteur du travail et de l'entreprise, d'une lecture philosophique, suivant l'angle choisi d'Hegel d'un philosophe qui permet d'éclairer la société présente au-delà des thèmes et d'une manière plus générale. Donc, vous êtes beaucoup intervenu sur la crise sanitaire que nous avons connue. Comment vous voyez cette nouvelle année? Comment se profilent les perspectives à venir? Oh là là, écoutez, j'en sais rien. Dès qu'il s'agit de parler du futur, je n'ai aucune Oui, prétention. J'aime pas les prédictions hasardeuses, mais en tout cas, déjà, une exigence de lucidité renouvelée sur le temps présent s'impose et c'est déjà suffisant comme travail, en tout cas du point de vue philosophique. Et écoutez, moi, on ne peut pas évidemment nier la part catastrophique de la période économique, psychologique sur les petits commerces notamment, mais d'autres aussi. Néanmoins, je pense que cette période aussi nous a montré à quel point on était capable de s'adapter. Les organisations, même les plus complexes, même les plus procédurales, se sont malgré tout assez vite, assez bien, pour la plupart, adaptées de façon assez darwinienne à la situation. Je pense que ça nous impose une plus grande tolérance au risque. On doit faire preuve d'intuition, d'intelligence d'action, c'est-à-dire de savoir jouer avec les aléas, avec les contingences, avec le coup du sort qui nous tombe dessus. Et peut-être que ça nous déprendra d'un certain réflexe assez rationaliste de tout vouloir maîtriser, sécuriser, procéduriser. Et parfois, cette tendance a eu l'aspect assez néfaste d'engourdir les intelligences. Là, au moins, je pense que on est remis à notre juste place d'homme, au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire une place assez humble, et qu'il faut composer, bien sûr, avec les coups du sort, avec les contingences, les risques, et ne pas sans cesse entrevoir le risque comme une menace, mais parfois aussi comme une opportunité de progresser. Paradoxalement, les grands moments de rupture, les moments d'arrêt sont aussi des moments d'avancée, de progrès. Si je fais un parallèle avec l'histoire des sciences, Bachelard a beaucoup montré ça. Alors, j'ai passé mes années de fac au PUF justement pour lire tous ces auteurs-là. Donc, les PUF, c'est une institution pour moi. Et il a très, très bien montré, entre autres, mais à quel point il faut des ruptures épistémologiques pour faire des grands progrès. Vous savez, c'est un peu la phrase de Pierre-Régine Legenne, c'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité. À un moment, il faut des sauts, des gaps, des ruptures pour progresser et avancer. Là, on est un peu dans le marasme, on est dans l'expectative, mais je suis sûre qu'on sortira malgré tout renforcé de cette crise aussi. Alors, avant de céder la parole à Laure Kerben-Lecuir, déléguée générale de la Fondation ADP, Fondation Aéroport de Paris, une petite question. Lors du premier confinement, vous avez pointé du doigt en recollant la distinction épicurienne des désirs, mais par rapport
par rapport au travail, une espèce de gradation des travaux non utiles, non nécessaires, utiles mais pas nécessaires, etc. etc. Avec en filigrane aussi, peut-être, si ce n'est une posture un peu critique, mais des réticences par rapport aux applaudissements du personnel soignant dans les faits, en fait. Qu'est-ce qui se traduisait dans les faits au-delà des applaudissements? S'agissant des librairies, on a connu quelque chose d'assez similaire ces dernières semaines. On en dit des envolées lyriques et un espèce de « je suis charlisme libraire » ou littéraire, appelons-le comme on voudra. Et pour faire écho à une de vos phrases dans un de vos ouvrages où il était question de dire combien prendre position, se prononcer ne suffisait pas à faire ou à être, est-ce que ces derniers mois n'ont pas vu en fait une grande distorsion entre le discours, les grandes envolées lyriques, les grandes indignations en écho à l'opuscule de Stéphane Hessel, Indignez-vous, et puis en fait ce qui se traduit dans les faits, parce que c'est bien beau d'applaudir, c'est bien beau de se récrier de la fermeture des librairies et de dire combien elles sont précieuses, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe dans les faits de façon très concrète? Oui, Jérôme, c'est à moi hein, la question. Oui, J'ai oui, loupé. Oui, ok, pardon. d'ailleurs, Oui. en fait, Bah, la écoutez, question, oui, c'est la différence entre le discours, les apparences, comme s'il suffisait de prendre conscience, comme vous l'écriviez, au-delà des préfixes impersonnels et inhumains, comme dans vos deux précédents ouvrages, mais dans les faits, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande distorsion? En somme, est-ce qu'on n'est pas très apte à beaucoup parler et à très peu faire dans la réalité? oui. Oui, alors sur l'idée de la reconnaissance, c'est ce qui était. Il y avait quelque chose de très sympathique dans le fait d'applaudir les métiers dits de première ligne lors du premier confinement. Mais il y avait quelque chose d'insuffisant. On sait très bien que les personnels soignants notamment étaient dans la rue depuis des mois, depuis des années. Donc il y avait quelque chose d'assez facile d'applaudir, de se montrer. C'est ce que j'avais appelé un peu un narcissisme de la bienfaisance. On se montre, mais en fait, on est quand même sur son balcon ou derrière son écran et on n'agit pas véritablement. Donc les bons sentiments itératifs ne doivent pas pour autant remplacer l'action. Et vis-à-vis des petits commerces ou des métiers dits de première ligne, je trouve qu'une reconnaissance véritable et pérenne s'impose. Il ne s'agit pas, encore une fois, de clamer ça lors de discours ou de gestes sympathiques, mais qui n'ont pas vraiment d'effet. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à reconnaître aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça dit, justement? Ce n'est pas simplement un manque de pensée, un oubli de notre part ou une méchanceté de notre part. C'est une dérive démocratique assez grave que Tocqueville avait déjà souligné. Mais quand on dérive vers une idéologie égalitariste, qui est une dérive possible de l'égalité démocratique, mais dès lors qu'on dérive vers l'égalitarisme, règne l'équivalence. Pourquoi la vérité, tout d'un coup, devient l'équivalent du relativisme? Tout se vaut, votre idée ne vaut pas plus que la mienne, votre métier ne vaut pas plus que le mien. C'est très dangereux. La période nous a montré qu'il y avait malgré tout des métiers plus essentiels à la survie de la population que d'autres, et sans lesquels on n'aurait pas pu vivre. Et donc, reconnaître, c'est hiérarchiser, c'est différencier, c'est marquer des différences. Mais dans l'idéologie égalitariste, on ne veut plus de différences. Les moindres différences sont pensées comme des inégalités, comme des injustices, ce qui fait qu'on aboutit au règne de l'équivalence généralisée. Et c'est évidemment l'inverse de la reconnaissance. Donc, je pense que l'équivalence peut mener très vite à l'indifférenciation. L'indifférenciation peut très vite mener à l'indifférence. Et l'indifférence est évidemment l'opposé de la reconnaissance. Donc, quand je dis qu'il faut distinguer, hiérarchiser certaines fonctions, ça ne veut pas dire qu'il y en a des inutiles, même si je considère qu'il y en a beaucoup d'inutiles sur le marché de l'emploi, notamment tous les charlatans. Mais à chaque époque, ces charlatans, il y en a toujours eu. Et c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier livre. Mais en tout cas, en ce qui concerne les commerces et les métiers de la vie, il n'y en a pas d'absolument inutile, mais c'est aussi une erreur de dire que tout se vaut pour autant. Bien sûr qu'il y a des différences et qu'en fonction de l'urgence de la situation, certains métiers sont plus nécessaires immédiatement que d'autres. En revanche, si je reviens aux libraires, parce que effectivement, a priori, parmi d'autres, c'est pas le métier le plus nécessaire à la survie de la population. J'aime pas dire ça parce que en tant que philosophe, pour moi, la nourriture spirituelle est absolument essentielle. Néanmoins, je peux pas dire que le Covid a forcément différencié les choses. Mais là où c'était très bête pour moi, et au-delà du partisanisme politicien, c'est pas du tout une critique du gouvernement, mais ce qu'on
comprenait pas, c'est qu'au lieu de dire il y a des métiers utiles et d'autres totalement inutiles, c'est qu'on ne comprenait absolument pas pourquoi certains commerces étaient fermés puisqu'ils n'étaient pas vecteurs de grandes contaminations. Donc c'est ça, on a fait passer pour des commerces moins essentiels une peur de se contaminer qui n'était pas justifiée. Pour moi, c'est ça l'amalgame qui a été fait et qui n'est pas audible. Mais néanmoins, bien sûr qu'en cas de pandémie, d'épidémie, il y a des métiers plus utiles à la survie de la population que d'autres, bien évidemment. Laure Kermane-Lecuir, dans le cadre de la Fondation ADP, dans quelle mesure donc, de la parole aux actes, la Fondation œuvre pour le public du territoire, les salariés de l'entreprise peut-être, et de manière plus générale d'ailleurs dans un fonds de dotation qui réunit plusieurs autres entreprises de la communauté aéroportuaire de Paris. Ouais. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc nous, on a deux outils spécifiques. La fondation du groupe ADP, qui est sur la thématique spécifique de la lutte contre l'illettrisme, parce qu'on considère que la base même de l'accession à une vie la plus épanouie possible, c'est d'avoir déjà un apprentissage de base, lire, écrire, compter, qui soit bien intégré, bien voilà. Si déjà au CP, le petit gamin de 6 ans, il a des difficultés pour apprendre à lire et à écrire et à compter, son avenir professionnel va être un tout petit peu compliqué. Je ne dis pas qu'il est impossible, je dis qu'il est plus compliqué. Donc, on essaye à notre niveau autour de nos plateformes d'accompagner le plus possible le tissu éducatif et associatif pour essayer, voilà, de très tôt, dès la maternelle, d'aider potentiellement ceux qui ont déjà des difficultés à accéder à une scolarité et à des conditions d'apprentissage qui soient le plus efficaces possible. Donc, on touche quelques milliers d'enfants autour de nous. Et puis ensuite, jusqu'au collège, on essaye également, avec des programmes très spécifiques de tutorat, de cours de rattrapage, de sophrologie, de méditation, de les aider à aller vers une orientation choisie et pas subie, comme c'est un peu trop souvent le cas en quartier politique de la ville. Voilà. Et par ailleurs, avec un fonds de dotation que nous avons créé aussi, qui regroupe aujourd'hui à peu près 25 entreprises de l'écosystème de l'aérien, là, on s'est attaqué pour le coup à une problématique que finalement, c'est pas très bankable comme sujet de s'attaquer à l'illettrisme des salariés. Voilà. Et voilà, c'est pas très glorieux en communication, mais nous, on s'y est attaqué parce que on considère qu'un collaborateur qui ne sait pas lire, et notamment qui ne sait pas lire des consignes, en l'occurrence de ses collègues ou de ses collaborateurs, à la fois, ça peut être dangereux selon les activités, et puis surtout, c'est en termes de performance du collaborateur, ça limite de sa façon d'évoluer dans l'entreprise, etc. Ça limite. Et puis, accessoirement, pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, il faut faire tout un travail de fourmi, parce que moi, je considère que pour être illettré, aujourd'hui, il faut être d'une intelligence rare, vraiment, parce que c'est trouver des astuces pour ne pas montrer qu'on est illettré, et c'est incroyablement difficile. Essayez 3 secondes de vous mettre dans un métro sans savoir lire pour vous repérer, etc. Je vous garantis que c'est pas si simple que ça. Et donc, pour avoir discuté beaucoup, et notamment avec des femmes qui sont sur les métiers du nettoyage, de la sûreté, etc., c'est ce que je vous ai déjà dit. La première raison qui font qu'une fois qu'on a réussi à identifier qu'elles avaient des difficultés ou qu'ils avaient des difficultés à lire et à écrire, et qu'on les a approchés, qu'ils acceptent de participer à un programme de formation, la seule chose qui les intéresse en réalité, de prime abord, et qui vont les motiver, c'est très souvent le fait qu'ils vont pouvoir lire les bulletins de leurs enfants, les bulletins de l'école de leurs enfants. Voilà. Et voilà, c'est pas forcément une raison professionnelle, et franchement, je m'en fiche. La raison de je vais pouvoir lire le bulletin de mes enfants me semble tout aussi importante que de savoir lire les consignes du collègue que le collègue lui a laissé ou que le manager lui a laissé. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise motivation, et celle-là en est une merveilleuse.
Donc voilà, et donc on est vraiment sur cette dimension-là, et puis ensuite sur l'insertion des jeunes qui sont malheureusement décrocheurs, et donc on essaie de les raccrocher sur des formations et une insertion dans les entreprises des plateformes. Voilà, et bon, donc le Covid passant par là, on va avoir de quoi faire sur les 2-3 prochaines années qui arrivent. Il nous reste très très peu de temps avant que de remontrer les 2 ouvrages de Julien de Funès. Alors il y en a un autre, ceux qui changeraient tout sans rien changer, en format dématérialisé, en collaboration avec Nicolas Bouzou. Je ne crois peut-être pas m'avancer, Julia, si vous accepteriez de dédicacer éventuellement des ouvrages à toute personne qui serait susceptible de nous apporter commande. Bien sûr, et je veux préciser que je n'ai vraiment pas fait cette émission pour faire de la promo. C'est très très sympa de votre part, Jérôme, mais ce n'est vraiment pas le but. Je m'en fiche, j'ai perdu. Non, je la fais moi-même. Voilà. Myriam, Robert, juste une dernière question. Dans les dernières semaines, une recrudescence des demandes d'ouvrages qui, philosophiques, sociologiques ou je ne sais quel autre, apportent du sens là où on a peut-être identifié qu'on en manquait un petit peu ces derniers mois? Oui, bien sûr. Et puis, il y a eu une grosse demande sur tout ce qui est livres, philosophie, des choses comme ça. Un peu alors ce que j'appelle moi le bien-être, ça peut être un peu galvaudé comme nom, mais des choses un peu aussi qui nous évadent, des choses comme ça. Et puis, on nous demande aussi beaucoup d'ouvrages. Je crois que les gens ne veulent plus forcément écouter les médias, veulent comprendre et chercher par eux-mêmes. Donc, on a eu pas mal de choses sur sur les épidémies, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, il y a une vraie demande de vouloir comprendre même et de lire des tas d'ouvrages sur, en tout cas, les sciences humaines. Nous, en tout cas, on le ressent dans la librairie. Voilà. Sans funésianisme aucun, ça n'existe pas, je viens d'inventer le terme. Bref, encore une fois, ces 2 ouvrages à vos commandes et avec le plus grand plaisir. Mille merci à toutes les 3. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.